Bonjour et bienvenue les jeunes citoyens du monde, young citizens of the world. Mon nom est Marc-André Tremblay, je suis le fondateur. I am the founder of Young Global Citizen. Yeah, I have to start again. Je suis désolé. Bonjour et bienvenue jeunes citoyens du monde. Je m'appelle Marc-André Tremblay, je suis votre hôte aujourd'hui. Je suis enseignant en 5e année à l'École Saint-Sacrement à Vancouver. This interview will be in English and in French. It's wonderful to have a wonderful guest today. We have teachers and students from across Canada and the United States with us. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de nous entretenir avec une figure emblématique de l'industrie du jeu vidéo, Monsieur Jordan Mechner. Créateur visionnaire, développeur de renom et conteur d'histoires captivantes, Jordan a marqué le monde du divertissement interactif et des jeux révolutionnaires tels que Prince of Persia et Last Express. Son expertise dans le mélange de contexte historique avec la technologie a ouvert des nouvelles perspectives pour l'industrie du jeu vidéo, tout en inspirant des générations de créateurs à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité unique d'en apprendre davantage sur son parcours, son processus créatif et sa vision de l'avenir du jeu vidéo. Sans plus tarder, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Jordan Mechner. Welcome, monsieur. Oh, thank you. Je suis content d'être là. C'est un grand honneur pour nous. Merci infiniment. Alors, la question numéro 1, si vous êtes prêts, to kick us up this morning, we have a question in English from Crystal Cannon, a teacher in Michigan, USA. Good morning, Mr. Michener. How are you? Good morning, Crystal. Thank you. My question is, can you tell us about your youth? We would like to know what led to your incredible career in video game creation and interactive storytelling. Wow. Well, I grew up in New York. I was 6 years old in 1970, so there were no video games yet. I grew up with the traditional storytelling media like books, picture books, comics, and graphic novels especially, and of course movies. You know, I loved animated movies, live action movies. And I also, I was lucky to have parents and grandparents who took me to the theater, to puppet shows, even to the opera. So that all of the past media that existed before video games were already kind of in me. And I was, excited about that. And not just enjoying those media, but also wanting to create. You know, from the time I was old enough to hold a pencil, I was drawing my own stories and comics. But of course, I was a kid, so the things that I was making weren't quite up to the level of Walt Disney. But then when the Apple II computer came along in 1977, I was 13 years old, and I was just the right age to be captivated by this new thing. And so I loved playing games. Of course, Space Invaders was in the arcades the same year. And I liked playing games on the computer. They were fun. But what I realized was that computer games, video games, were a new storytelling projet industriel. Mais de façon artisanale, on peut encore faire des jeux très intéressants. Et parfois, des jeux comme ça ont un vrai impact. Minecraft, il y a pas si longtemps que ça, était créé par une toute petite équipe. Et ils n'avaient pas des grands moyens, mais ils avaient une bonne expertise et une super idée. Et là, ils ont créé quelque chose qui a bouleversé toute l'industrie des jeux vidéo. Donc, je pense que ça, c'est encore possible. L'IA, évidemment, c'est un nouvel outil, qui est en train d'évoluer très vite. Et on ne sait pas encore, on commence à imaginer certaines choses, mais c'est sûr que ça ira plus loin et dans une direction qu'on ne peut pas très bien imaginer maintenant. Donc, c'est sûr que si vous êtes jeune aujourd'hui et vous vous intéressez aux créations de jeux vidéo, vous êtes encore dans les débuts des nouvelles médiums qui va continuer à évoluer très vite. Nous allons maintenant passer à la question 4, qui est préenregistrée et qui vient de Kevin, qui est une enseignante à Oshawa, en Ontario, avec son élève. Halsey. Et je suis Madame Senac-Lopche. Nous sommes à Oshawa, Ontario, au Canada. Notre question aujourd'hui. Comment créez-vous les personnages et les histoires de vos jeux? Comment faites-vous pour que le jeu soit à la fois amusant et intéressant? Merci.
Merci pour cette question, c'est intéressante. Et je pense qu'on pourrait poser la même question pour les autres médias, parce que quand on écrit un roman ou on écrit le scénario pour un film, on pose souvent la question, est-ce qu'on commence avec le scénario, avec l'histoire, ou est-ce qu'on commence avec les personnages? Et puis, on demande aux personnages de nous inspirer pour quelle pourrait être l'histoire, ou est-ce qu'on commence avec un univers ou un genre, c'est-à-dire avec l'idée de créer une certaine sorte d'histoire. Par exemple, je veux créer un western avec une sens d'isolation très forte, ou je veux créer un film comme Indiana Jones avec beaucoup d'action et excitation. Et puis, on me demande, OK, maintenant, pour créer ce genre euh, de jeu ou de film, quels personnages sont nécessaires? Je pense qu'on peut, euh, on peut commencer euh, dans toutes ces directions-là où personnellement, j'aime bien laisser les éléments flous le plus longtemps possible. Donc, parfois, j'ai une idée d'une certaine personnage. Je veux que ce soit l'héros, que l'héros soit comme ça. Euh, et puis, bon, si je prends l'exemple de Prince of Persia, The Sands of Time, c'est-à-dire le jeu qu'on a fait en 2002. Là, on a commencé en général avec l'univers Prince of Persia. Donc, on voulait faire un jeu Prince of Persia. Il y avait déjà le premier jeu qui avait 12 ans, donc c'était un ancien jeu 2D. Nous, on s'apprêtait à faire un nouveau jeu pour PlayStation 2. Bon, c'était avant votre naissance, mais c'était la nouvelle génération des consoles de cette époque-là. Donc, on s'est inspiré de l'univers Prince of Persia, mais qui serait le personnage principal? On ne savait pas encore. Peut-être un prince, peut-être, mais c'était pas obligatoire. Mais il y avait euh, les ingénieurs de l'équipe avaient fait un breakthrough impressionnant, et c'était à Montréal, euh, dans le nouveau studio d'Ubisoft. Un ingénieur avait trouvé un moyen de faire renverser le temps dans le jeu. Donc, au lieu de tomber, de mourir, et puis de recommencer avec une nouvelle vie, comme dans d'autres jeux vidéo, on pouvait toucher le bouton sur le contrôleur pour faire rewind, pour renverser le temps. Donc, cette invention était tellement fun, tellement amusant et puissant et excitant aussi. Donc, on en a fait le cœur du jeu. Donc, pour soutenir cette idée cette mécanique d'un rewind en temps réel, on a eu l'idée d'une dague, que l'héros serait un aventurier, un prince aventurier qui aurait une dague qui pourrait faire ça. Donc, dans quel univers est-ce que ça a un sens? Bon, on a eu l'idée que le royaume, que le palais de ce prince aurait été détruit par une sorte de cataclysme. Donc, du coup, il rencontrait pas d'autres personnes vivantes, sauf une princesse qui était la seule autre survivante dans ce cataclysme. Et là, voilà, on avait les deux personnages principaux, un prince et une princesse ennemie parce que ils sont pas du même royaume, mais tous les autres sont transformés en monstres de sable. Donc, cette ambiance était inspirée par un besoin, une opportunité de gameplay, mais donc tous les autres détails, on les rajouté après. Donc, le vizir méchant, le fait que ce soit le vizir qui avait poussé le prince à faire ce qu'il fallait pas faire pour déclencher ce cataclysme, et tous les détails, le sablier du temps, la relation d'amitié et puis d'amour entre le prince et la princesse, et tout ça évolué de ça. Donc, c'est un exemple, mais chaque projet est différent et ça peut, l'inspiration et la création d'une histoire peut marcher dans tous les sens, mais l'essentiel, c'est de faire des choix qui sont cohérents, qu'à la fin,
on a les personnages qu'il faut pour que cette histoire marche dans l'univers qu'on voulait, dans le genre d'œuvre qu'on voulait créer, avec les moyens dont on disposait. Et une fois qu'on a trouvé une sorte d'équilibre entre ces éléments, là, on peut commencer à vraiment travailler les détails. Nous allons maintenant au Saguenay, dans la région du Saguenay, au Québec. Un enseignant en travail social, Monsieur Christophe Dufour, qui a une question. Comment votre expérience dans le développement de jeux vidéo a-t-elle influencé votre approche de la création de romans graphiques tels que Templar et Monte Cristo? Merci pour cette question. Oui, après plus de 3 décennies dans les jeux vidéo, je suis revenu à l'un de mes premiers amours de jeunesse, la création de BD. Et j'ai commencé en BD en tant que scénariste. J'ai la chance de travailler avec des super dessinateurs tels que Lewin Pham, Alex Puvilland pour Templier, avec Mario Alberti. New audiovisual medium like film had been in the silent film days, at the turn of the previous century. And because it was so new, everybody was new at it. So as a kid, I actually was the right age to start to learn how to make games. And when I made a game and put it on a disc and somebody played it, they wouldn't know that it was a kid. So it was a chance for me to reach a bigger audience than I could with, the comics that I was drawing on paper. So that's how I got into it. Thank you. Thank you, Crystal. Thank you, Mr. Mechner. Notre deuxième question est en français. Alors, c'est avec mes élèves qui sont ici. J'ai envie de mélanger des contextes historiques avec la technologie pour créer des jeux révolutionnaires comme Prince of Persia, Karateka et The Last Express. C'est une très bonne question. C'est vrai que tous mes jeux vidéo et aussi les scénarios de films et des BD que j'ai créés avaient des contextes historiques. J'ai jamais fait de science-fiction. Je pense que j'ai toujours été attiré par les univers, un peu fantastiques comme Prince of Persia avec les Mille et une nuits, mais surtout des pays lointains, des autres époques. J'aimais toujours les histoires d'aventure historiques, comme Alexandre Dumas avec Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, Robin des Bois. L'un de mes films préférés était Les Sept Samouraïs de Kurosawa. Et donc, pour moi, quand j'ai commencé à créer des jeux vidéo, j'ai cherché des univers, des histoires, c'était naturel pour moi d'être inspiré par ces autres univers qui m'avaient inspiré l'imagination. Il y a une autre chose aussi. Je suis américain, je suis né à New York, mais ma famille est d'origine européenne. Mon père est né en Autriche, à Vienne, en 1931. C'est-à-dire qu'il avait 7 ans au moment de l'Anschluss, où l'Allemagne nazie avait pris le pouvoir dans ces pays. Et puis la Deuxième Guerre mondiale s'est éclatée. Et mon père est devenu réfugié. Donc il est venu en Amérique en qualité d'enfant réfugié européen. La famille s'est enfuie de l'Europe pour sauver leur vie. Donc moi, je suis américain, mais j'avais grandi toujours avec en sachant qu'il y avait quelque chose derrière cette histoire. Il y avait une autre identité, une autre histoire d'autres pays, parce que mon père avait passé 3 ans de sa vie en France, occupé pendant la guerre. Donc, peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'étais toujours intéressé par l'histoire. Et dans le jeu The Last Express, c'est carrément un jeu qui se déroule dans l'Europe 20e siècle, au moment juste avant que la Première Guerre mondiale, qui avait aussi marqué notre famille, avant que cette guerre-là s'est éclatée. Donc, je pense que l'intérêt pour l'histoire, ça
ça vient de loin. Donc, moi, et même aujourd'hui, mes goûts personnels, quand je lis des romans, quand je vais au cinéma, je suis intéressé par des histoires avec un contexte historique. Alors, tu dis, comment les jeux ont-ils évolué? Comment les jeux ont-ils évolué depuis vos débuts jusqu'à maintenant? Et comment le jeu continuera de D'évoluer. d'évoluer avec des technologies comme l'intelligence artificielle? Oui, bon, j'ai eu une opportunité assez rare dans la vie d'être présent au début d'une nouvelle technologie, un nouveau médium, les jeux vidéo, et puis de l'accompagner pendant son évolution. Maintenant, ça fait 4 décennies, plus de 40 ans que je suis dans le milieu des jeux vidéo. Donc, au début, créer un jeu, c'était un travail artisanal. Normalement, une personne, le programmeur, ferait aussi les graphismes, l'animation, tout ce qu'on appelle maintenant, tout ce qui est devenu plusieurs métiers de création de jeux. Maintenant, on peut faire une école, on peut avoir un master's dans tous les éléments de création des jeux, game design, programmation, son, effets visuels. Il y a des dizaines de métiers spécifiques. Mais au début, on faisait tout seul. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas d'autres gens pour nous expliquer comment faire. On était en train de le découvrir et de l'inventer. Et maintenant, je redécouvre un peu ce rythme-là quand j'écris et je dessine des BD. Parce que quand on fait un BD, on a une liberté créative totale, on est tranquille, ça ne coûte pas grand-chose. Si on a du papier et un stylo, on peut le faire. C'était comme ça à l'époque avec les jeux vidéo. Il fallait du moment où j'avais un ordinateur, j'avais tout le temps pour le faire. Mais maintenant, créer un jeu, normalement, c'est un travail d'équipe. Il y a des jeux qui ont des équipes de centaines de personnes. Et c'est comme des films grand budget, hollywoodiens, grand spectacle, c'est-à-dire avec un budget important. Donc, il faut un planning très carré. Et il y a des contraintes marketing parce que si on va dépenser beaucoup d'argent et payer les salaires de beaucoup de gens pour travailler dessus, donc il faut, le studio qui le fait ne veut pas perdre son argent. Donc c'est un autre rythme. C'est aussi fantastique. J'ai beaucoup aimé le travail de collaboration sur des jeux tels que The Last Express, Prince of Persia, The Sands of Time. Il y a un studio à Montpellier en France maintenant qui vient de faire le nouveau Prince of Persia, The Lost Crown. Ça, c'était une super équipe qui a travaillé pendant 3 ans pour créer ce jeu, mais avec la nouvelle technologie. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même avec ça, avec les nouveaux outils qui sont beaucoup plus puissants que ce qu'on avait dans les années 80, de nouveau, c'est possible pour une personne de créer un jeu tout seul. Donc, même vous pourrez le faire chez vous, comme je faisais à l'époque, faire un jeu. Évidemment, ce ne sera pas un jeu grand budget comme un Grand Theft Auto ou pour Monte Cristo. Et c'est leur art, leur exemple qui m'ont inspiré à reprendre le dessin moi-même. Donc, pendant depuis, ça fait maintenant 15 ans que je dessine dans des carnets de croquis. Je dessine d'après nature. Et d'abord, je l'ai fait pour plaisir, pour me détendre et aussi parce que j'aime l'art. Quand j'étais enfant, je dessinais beaucoup et puis j'ai arrêté. J'ai longtemps arrêté parce que la création des jeux vidéo ne laisse pas le temps de dessiner. Sauf des dessins vite faits, des storyboards pour communiquer avec l'équipe. Mais dessiner pour vraiment faire bien, pour faire un dessin, pour s'exprimer, ça, j'avais un peu perdu.
quand j'avais 12 ans. Maintenant, je l'ai redécouvert. Et pour moi, c'est un grand luxe de revenir à la BD, d'abord parce que il permet une liberté d'expression créative sans la pression qu'on a dans un projet jeu vidéo. Parce que le papier et l'encre, ça coûte pas si cher. Mais il y a une chose, plusieurs choses que j'ai appris dans ces ans de travail. D'abord dans les jeux vidéo, la création des jeux vidéo, et aussi en tant que scénariste, parce que j'avais aussi écrit des scénarios pour films. Et les films, comme les jeux vidéo, ça coûte très cher. On a une équipe. Il faut pas gaspiller le temps de l'équipe. Donc, quand on écrit un scénario, que ce soit un jeu vidéo ou un film, on sait que chaque minute coûte très cher. S'il y a même un petit détail, que ce soit un objet ou un endroit, un personnage qu'on peut couper, on coupe. Et donc, je pense que cet habit d'être concis, de structurer, que j'ai pris dans les jeux vidéo et les films, je l'ai gardé aussi pour mes scénarios de BD. Donc, même si l'encre coûte pas cher, j'écris comme si l'encre coûtait cher. Je vais exprimer des choses dans un minimum de cases, un minimum de pages pour que le récit soit clair, mais dense à la fois. Mais il faut pas faire 120 pages quand 80 pages suffisent. Donc, je pense beaucoup à la structure et aussi aux éléments, comme si c'était un jeu vidéo ou un film, mais comme c'est une BD, après, on a une grande liberté pour l'expression. Mais je pense que cette tension entre la structure et la liberté, l'improvisation, ça aussi, ça fait partie du charme de la BD. Alors, Monsieur Chris Ford à Saskatoon, en Saskatchewan, pour notre dernière question aujourd'hui. Oui, merci, and hello. I've connected with so many things that you've been talking about, and you talked about your dad being born just before World War II, and that had a huge impact on my family too, and then pass that on to the next generation. I know my kids are heavily influenced by that, and I know elsewhere you talked about receiving a whole, like your grandpa came and he came with all these photos of his World War I adventure, and I kind of had a thing like that too, where I found the journal of like letters from World War I that my great uncle had written, and that amazing connection that you have with the past, and it's inspired all these games that you've made and your works. And I remember also, like, you're talking about Apple II. Well, I know in the 80s I got my Apple II Plus, and it came with one book that explained how it worked, but then it also had coding, like it had this is how you write programs. And I think I knew more about that when I was 8 years old than I know now, because the format allowed you to write and create, programs and that sort of thing. So it almost demanded that you do that. Whereas today it's all Windows plus or whatever, and then, we're working on stories in our French class and writing stories about your personal experiences and trying to convey that. And I like the way, with your Prince of Persia, you had a character that you really wanted the people to connect with, and by showing the human motion. So anyway, we have some great comic strip drawers, and we have some marvelous artists in this class and storytellers and digitally savvy kids. So here's a couple of kids in my class who have a couple questions for you. On commence avec Hanale. Nice and loud. Quel message aimeriez-vous transmettre aujourd'hui aux jeunes citoyens du monde, alors que notre monde continue d'évoluer rapidement avec tant d'incertitudes? As well as a little technical question you had for her. Et ma question de technique est, quand vous avez fait des romans graphiques, est-ce que c'était difficile de retracer tout
tous vos dessins un cadre à l'autre. Est-ce que la deuxième question était claire? On peut la Maybe- répéter en anglais? On peut répéter en anglais aussi? Ouais. Annalee, would you like to repeat? Or we could that? take the questions one by one, maybe. Yeah, just the second question. If you wanted to ask in English, that'd be fine too. Okay. But maybe I can answer the first question and then we can come to the second because they're very Yeah. different questions, really. Totally. Just that Madden here is going to repeat that question in English then. So, Madden, will you repeat the first question in English? What messages would you like to share with the young citizens of the world as our world continues to evolve so rapidly with so many uncertainties? Wow, that is a big question. I think I had the actually pretty rare good luck to grow up in a period, in a country where I was safe the whole time, and I was, through the 60s, 70s, 80s, 90s. There have been wars all over the world, and my country was involved in some of them, but they never touched me personally in the way that my parents, my father was, his world was destroyed by war, really, during his childhood. My grandfather also experienced, the cataclysm of World War I. So I always felt that the previous generation had lived through these huge upheavals, but that was over. Now I was living in the time of peace. But you never know, of course, and the experience, everybody's experience is so different depending on what, where you're born and what situation you're born into. It's something you have no control over. The 21st century has been just as cataclysmic as the last one. And I'm sure being young now, you have the same, something like the feeling that I had as a kid that, well, what's going to happen now? Is the future going to be like the present? Is it going, is it going to be like the past? It's the only, I mean, I'm in no position to give anyone advice, but the one thing that I'm really grateful for is having been able to read so much, and also through movies, through other media, to learn about the past and to hear other people's stories. To me, like a book is just an incredible distillation of somebody else's knowledge of their life, of everything they've experienced and have been through, which are things which are different from what I've been through. So my fascination with the past and with other places in history came from being exposed to it through other media. And especially when, if we have the bad luck to be somewhere at a time when history really comes to a crisis and changes everything in a way that's that's very dangerous or troubling, and gives us, the people that we love, difficult choices. I think the best way to be equipped to handle these moments is to know as much as possible about the past and about other people's experiences. And this includes reading books and seeing movies, documentaries, narratives, diaries, journals, anything, and also articles and magazines that are written by people in other places with other points of view, even if they're things that you don't agree with, and even if they're written by people that we're told that we shouldn't trust, or that they're different from us, or even that we should hate them and be at war with them. I think it's good to try to put ourselves in the shoes of these people, to see what they're expressing there, because they've had to deal with situations, with dangers that we haven't personally. And all of us can say that we've all lived things that are unique to us. Others have too. So I think the more we can read and learn about the past, the better that will equip us to make the choices that we're going to have to make for the future. So, was it difficult to redraw your drawings over and over again in the little squares? Great. A question from the artist. I love craft questions. So this is actually one of the things that I love about drawing graphic novels. It's and everybody has a different way of doing it. A
a lot of artists that I know, and I live in France now, which has a wonderful tradition of comic art drawing. And the traditional way that a lot of artists do is they'll do a pencil drawing, they'll do kind of a pencil rough, and when they're happy with it, then they will take an ink pen and they'll do the inking and do the finished drawing. So I don't do that. And I don't know, and partly it's because the book that I've just written and drawn is a family story. It's autobiographical, and it was inspired by my artist diary. You know, it's inspired by the notebooks, you know, that I carry around with me and draw in, like when I'm at a train station or if I'm at a cafe and the person I'm waiting for isn't there yet, I'll just pass the time drawing what I see around me. And so I don't pencil for that. I just draw in pen directly. Sometimes it doesn't come out perfectly. The proportions are wrong, or and then I have to think, okay, because with pen you can only add, you know, you can't erase. But that also gives the drawing a kind of a vitality, because you can really see on peut voir le trait, you know, you can see the line, the hand of the artist, which gives it a very different feeling from a kind of a digital or a more finished kind of drawing where you can see that the artist used Photoshop and they used all these tools, and even things like using a ruler to make sure that the lines are straight makes it a different kind of thing from something where you can really feel like the wobbly imperfections of the hand. So my goal for Replay, for this graphic novel that I've just drawn, and it was 320 pages. So this was a lot of, you know, with 4 or 5 or 6 panels on each page. That was a lot of drawings. I mean, it makes, do the math, it's like thousands of drawings. But I wanted each one to really be a drawing, that is, to still have that vitality, as if I had just picked up my sketchbook, seen what I was drawing and drawn it from life. Of course, that wasn't the case. I was using references. I was looking at photographs and films, and you know, a lot of things. You know, I drew places I'd never been to. I drew historical periods from before I was born, but I tried to draw it as if it was in front of me. What would I draw if I had a pen and a piece of paper? So rather than rework my drawings a lot and kind of erase them and try to fix them, I tried to really keep that freshness of a drawing. And if I drew a panel and I was really unhappy with it, sometimes I would just erase it and draw the same panel again. But I wouldn't do it many times. Really, most of the panels in the book I drew once, and maybe maybe twice at most. But and you can sort of see in the style, it's a very loose style. It's not too detailed. It's not too perfect. If I had tried to make every panel perfect, it would have been a very different style, and maybe it would have taken me much longer. So that's not to say that one style is better than another. You know, whatever the project that you're doing, you know, you'll have a clear vision of what kind of style you want to use for that. But for myself, doing a 320-page, very dense book, which had a lot of different places and characters, so forth, using that very loose style and trying to keep that freshness of a spontaneous ink drawing was the way that I did it. Infiniment, Monsieur Mackner, pour votre impact monumental sur le monde du jeu vidéo. Votre créativité sans bornes et votre vision ont inspiré des générations entières de joueurs et de créateurs. Alors, votre travail restera à jamais gravé dans l'histoire du divertissement interactif. Nous espérons vraiment garder le contact avec vous et vous inviter à revenir. Peut-être que vous pouvez venir nous présenter une autre personnalité qui pourrait être aussi touchante et impressionnante que vous aujourd'hui. Merci de tout cœur. Thank you so much. Merci à vous. Thank you. Okay, everyone.